Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous m'entendez bien? Eh bien, je vous propose de démarrer cette session. Donc, on va on va se poser la question de la résilience et de l'innovation dans des contextes de souveraineté sur le cloud. Donc, la question exacte, c'est cloud dépendance critique et résilience. Comment on répond aux défis sans renoncer à l'innovation? Donc là, pour répondre à cette question, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Philippe Roussière, Sébastien Bizet et Arnaud Mestra qui vont m'aider à répondre à cette question. Alors avant de commencer à répondre à cette question, je vous propose de vous présenter succinctement. Philippe, Philippe Roussière, donc je suis responsable pour tout ce qui est IA et innovation au sein d'Accenture Research, qui est le think tank global d'Accenture. Sébastien Bizet, je m'occupe de la relation commerciale pour Sens, pour le secteur industrie au sens large. Donc ça inclut à la fois les clients industrie dite traditionnelle et puis les clients high-tech et aéro. Et Arnaud Métral, donc je suis CTO pour l'ingénierie et le digital chez Thales et on déploie des activités sur Sens. et moi c'est Ludovic Chevaux, je suis lead de cloud et souveraineté chez Octo Technologies, qui est partie du groupe Accenture. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. En 2026, on sait que les sujets de souveraineté, de maîtrise technologique s'imposent à nous et s'imposent aux organisations. Toutes les organisations y font face à l'adurcissement de la régulation au niveau de maîtrise des assets. Jusqu'où on doit aller dans ce niveau de maîtrise de nos assets technologiques? Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour continuer à pouvoir opérer de façon sereine nos systèmes d'information, mais également à pouvoir continuer à déployer de l'innovation, des nouveaux workloads dans des contextes qui restent malgré tout hautement compétitifs. Donc ça, c'est un peu la première question qu'on va se poser. Mais avant de rentrer dans le détail, on va quand même se poser de savoir la question de qu'est-ce qu'on met derrière le mot souveraineté, parce que c'est un mot très très vague, très très large, un petit peu fourre-tout. Et pour ça, je vais commencer par demander à Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Alors je vais prendre une définition très simple de la souveraineté, c'est la capacité à développer et à déployer des solutions technologiques en maîtrisant les éléments de la stack, de la pile. Et quand on parle d'IA, par exemple, ça va être, en commençant tout en bas, l'énergie, par exemple. Ensuite, on va monter sur les microprocesseurs, on va monter sur les infrastructures de cloud, les modèles, les data, les applications, et l'humain, les talents. Voilà, donc il y a vraiment cette notion holistique qu'on peut retrouver dans le cas de l'IA. Et mon intervention aujourd'hui, je vais la faire surtout dans un angle plutôt pédagogique avec l'étude qu'on a menée justement sur l'IA souveraine avec nos clients. Donc on a interrogé 2000 clients. En novembre dernier, on a paru l'étude donc IA souveraine, maîtriser votre IA. C'est dans 28 pays, des questions auprès des directeurs responsables technologiques, experts et décideurs dans les entreprises. Comment vous voyez l'avenir de vos IA souveraines? Et ils nous ont répondu essentiellement que, effectivement, dans le contexte de changements géopolitiques majeurs, les tensions douanières, les tensions cyber, il fallait absolument pour eux, à 62%, envisager que c'était un critère pour investir dans l'IA souveraine. Il y en a vraiment même 60% qui planifient d'augmenter leurs dépenses dans l'IA souveraine. Alors le premier enseignement, je vais partager juste un premier enseignement de cette étude, c'est que IA souveraine, ou même on va le dire cloud souverain, plus largement la souveraineté, ça ne veut pas dire d'être seul. C'est important de savoir que c'est la maîtrise des dépendances critiques, pas l'ensemble justement de cette pile de solutions comme je le disais. On innove en contrôlant ces dépendances critiques en fonction des cas d'usage, soit les données, les modèles, les infras, les opérations. Et ça veut dire donc un cloud maîtrisé et gouverné. Ce n'est pas un choix du tout ou rien, c'est pas binaire, c'est pas souverain ou compétitif, contrôle ou innovation.
c'est vraiment savoir identifier, ne pas subir la souveraineté, mais vraiment la piloter. Donc, il faut la prendre en main. Finalement, il faut faire face aux difficultés, prendre un pas de recul, regarder là où est-ce que c'est important et essentiel pour moi. On parlait l'autre jour de dépendance critique. Finalement, c'est ça c'est là-dessus que tu dirais qu'il faut commencer, c'est analyser ces dépendances critiques. Voilà, cette analyse, on l'a faite, on a identifié qu'il y avait un tiers à peu près des workloads d'IA qui avaient besoin d'être souverainisés. C'est donc finalement une partie importante, mais ce n'est pas la totalité des workloads. Donc à chaque entreprise, identifier cas d'usage par cas d'usage, qu'est-ce qui doit être souverainisé. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, effectivement, c'est garder du focus, garder un pas de recul et bien identifier effectivement ce qui est important en termes de survie, de dépendance ou de compétitivité marché vis-à-vis des entreprises par rapport aux dépendances technologiques que vous avez tissées au fil du temps. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, ça vous paraît conforme. Du coup, on est chez Sens. On va se poser la question de savoir, Sébastien, du coup, par rapport à la définition qu'a pu donner Philippe sur ces différentes facettes de la souveraineté, en quoi Sens et sur quelles facettes Sens répond finalement à ces enjeux-là? Oui, ça a été dit plusieurs fois dans la journée. Sens a été créé justement pour venir résoudre ce blocage entre guillemets entre dualité on-prem. Quand on a des données critiques, on ne peut pas utiliser le cloud et donc renoncer quelque part à utiliser des services aboutis en termes de richesse fonctionnelle, technologique, de SLA, etc. Ou aller sur le cloud et utiliser des choses qui sont riches, puissantes, qui bénéficient d'investissements derrière, etc. Mais du coup, exposer ces données. Donc Sens, en fait, on vient répondre en instantiant toute la stack de Google dans nos data centers. Évidemment, avec la puissance du groupe Thales, ça a été dit ce matin aussi, on vient sécuriser l'ensemble de la technologie. Donc, on vient l'utiliser, on la sécurise et on donne accès à nos clients à une troisième voie entre le on-prem et le cloud public, un cloud de confiance, dans lequel vous avez accès à des services riches en valeur ajoutée, donc qui vous permettent justement de ne pas renoncer, et c'est particulièrement dans le cas de l'IA générative et de tout ce que ça peut apporter en termes de modèles, etc., de ne pas renoncer à cette innovation et d'attirer aussi des talents, parce qu'on a un vrai sujet, voilà, les gens qui travaillent dans des environnements restreints, déconnectés souvent, ou on-prem, ont envie d'aller vers ces technologies-là. Donc on vient résoudre un petit peu ce paradoxe, ce blocage entre cette dualité et ces blocages qu'on avait jusqu'à présent. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, et Thales du coup, et Sens en particulier, évidemment le jalon Secnum Cloud, ça a aussi été dit ce matin, est un premier jalon. On ambitionne aussi d'aller plus loin dans le cadre des activités et de couvrir des niveaux qui vont jusqu'à du diffusion restreinte, voilà, pour à la fois servir leur groupe et aussi d'autres clients, pour apporter toujours plus de valeur et de services riches à nos clients. Et toujours en offrant effectivement ces services de pass. Exactement, et d'aller au-delà du IaaS justement, donc d'offrir des vrais services managés, même dans des contextes cloud hyperscaler qu'on peut trouver sur un GCP classique. Et c'est bien ça l'ambition, c'est d'avoir la même offre de services qu'on a sur GCP en réalité. Ok. Donc ça répond un petit peu aux questions finalement d'innovation, de pouvoir accélérer, de pouvoir être à l'échelle, sans renier effectivement sur des aspects de maîtrise technologique au niveau de la souveraineté. Du coup, je me tourne vers toi, Arnaud. Côté Thales Engineering, qu'est-ce qui a fait le déclencheur finalement, qui a piloté ce choix vers Sens? En fait, dans l'ingénierie, on développe sur plusieurs plateformes. On va développer du public cloud jusqu'au bare metal et du non protégé jusqu'au très secret. Et on va chercher l'optimum à chaque fois pour améliorer la compétitivité et l'agilité. Donc c'est ce que disait Sébastien, hein, ce qu'on peut faire sur du cloud public, c'est très bien pour de l'innovation sans données sensibles. Non protégé, non réglementé. En revanche, à mesure qu'on monte en sensibilité, on va arriver sur des plateformes donc, qui ont parfois des technologies différentes. On va carrément changer
de techno, on va aller sur du VMware, on va aller sur autre chose. Et donc, on a des problèmes de maintien de compétences sur du Azure, du Google, puisqu'on est présent sur tous les clouds. Donc là, on a un petit peu le meilleur des deux mondes. Donc, on a ce socle de sécurité qui est apporté par le Secnum Cloud 3.2, qui fait qu'on ne passe pas de temps à qualifier en fait, tous les produits qu'on développe dessus. On utilise un catalogue de briques, une boîte à outils qui est qualifiée. Et on va construire des choses assemblées par-dessus. Donc c'est un gain de temps qui est énorme. Et c'est un gain aussi sur le run. Donc on a une maîtrise des coûts, on a des scellés qui sont très différents de ce qu'on peut faire nous-mêmes on-prem. Donc c'est intéressant pour ça. Donc nous, on va l'utiliser pour nos données d'affaires. Donc pas pour le réglementer aujourd'hui. Et on va chercher des choses dans la marketplace. Aujourd'hui, on build, donc on a fait un premier socle data avec des composants Google, ce qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années, en tout cas ce niveau de sensibilité. Donc ça va décaler la première marche de sensibilité. On peut faire des choses beaucoup plus sensibles en ayant un niveau de service managé qui est bien meilleur qu'avant. Ça, c'est des choses que effectivement tu ne peux pas retrouver dans tes infrastructures classiques. Donc, ce que je comprends, c'est effectivement c'est un entre-deux entre le niveau de souveraineté auquel je suis prêt à accepter et le niveau d'accélération, de maîtrise, de sécurité, finalement, que ce socle peut m'offrir. C'est ça ? C'est ça, ça va nous permettre d'aller plus vite, à moindre coût, et de développer des choses qui sont scalables et résilientes, parce qu'on est souvent sur des horizons industriels qui sont assez longs. Ça peut être 30 ans, donc on ne build pas des plateformes pour se faire plaisir. Et ce qu'on build, en fait, doit durer dans l'année. Et on produit des systèmes critiques donc, qui doivent être très résilients. Et dans le contexte géopolitique actuel qu'on connaît tous, c'est important de se concentrer sur la valeur ajoutée qu'on va produire et moins sur la sécurité, sachant que la sécurité est maintenue mais offerte by design. Donc voilà. Et après, il y a la promesse aussi de potentiellement pouvoir, donc dans la continuité des plateformes que j'évoquais, développer potentiellement sur la même stack technologique, donc du Google, depuis du public cloud pour du pas sensible jusqu'à potentiellement un jour du diffusion restreinte. Et peut-être au-dessus avec des environnements air-gap, pourquoi pas. Ouais. Sachant que cet environnement-là, Sens, finalement, c'est une plateforme où vous pouvez effectivement, pour accélérer, consommer ces services PaaS Google qui sont certifiés, mais qui permet aussi à Thales, aux équipes d'engineering, d'aller déployer quelque part vos propres produits, j'imagine, construits en interne chez Thales, pour aussi accélérer le déploiement auprès de vos clients. Alors oui, la première étape, ça a été de migrer nos factories de nos zones on-prem sur Sens, ce qui fait qu'on a une data gravity qui se déporte sur Sens sur des composants scalables du GKE. Et donc, naturellement, la deuxième phase, ça a été de faire une plateforme agentique pour transformer nos process d'ingénierie en profondeur. Donc, en y intégrant de l'IA pour accélérer le time to market. Et les produits qu'on utilise, donc on attend Gemini et Vertex AI avec impatience, vont nous permettre, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'on a déjà de l'IA évidemment, mais d'aller plus loin et de transformer les outils même avec lesquels on conçoit. Donc ça va être une accélération majeure pour nous. Aujourd'hui, voilà, on fait déjà ces choses-là, mais je suis persuadé qu'on ira beaucoup plus vite. Chose que tu n'aurais pas pu faire à cette vitesse-là sur les infrastructures classiques? Non, ça aurait été inimaginable. En tout cas, ça n'aurait pas offert le meilleur trade-off entre la sécurité, l'agilité, la scalabilité qu'on va chercher sur Sens. Ouais, donc là, tes équipes sont focus sur l'innovation, finalement la consommation, l'usage de ces composants-là, et pas du tout sur l'underlay, tout ce qui vient composer ces offres de services, quoi. C'est ça, on se concentre sur les produits qu'on délivre à nos clients, qui attendent de nous qu'on soit réactifs. Il y a le ReArm Europe qui impose d'augmenter les cadences, donc les cadences de conception, mais aussi de delivery. Donc voilà, donc ça va apporter des contraintes sur l'ingénierie et l'industrie. Et donc l'ingénierie doit répondre à ça, et Sens, ça permet de répondre à ces enjeux. Ok, très clair, merci. Du coup, tu l'as évoqué brièvement, le côté IA et agentique.
Donc au cœur de ce sujet-là, on a la data, évidemment, qui a une place centrale. Et donc je vais me tourner vers Philippe, de savoir effectivement, par rapport à ça, là, dans ces questions de souveraineté, finalement, la donnée, elle est au cœur de l'équation. Oui, je dirais. Comment ça se passe, le partage, garantir l'innovation et la sécurité dans ce contexte? Voilà, on voit dans l'exemple de Arnaud qu'il y a vraiment un passage de la conformité à la confiance, ce qui était un vrai enjeu du cloud souverain, c'est-à-dire qu'il y a peu d'entreprises qui sont capables de le faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a encore dans nos enquêtes une entreprise sur deux qui considère que c'est vraiment la conformité qui est au cœur de leur choix pour le souverain. Il n'y en a qu'une sur 5 qui considère qu'il y a cet enjeu de pouvoir faire de leur cloud souverain un outil de partage de la donnée, de créer dans leur écosystème sectoriel des applications plus rapidement, de façon plus agile, en innovant avec leurs partenaires. C'est encore trop peu. Donc c'est pourtant ce que permet le souverain. Le souverain fonctionne quand il débloque ses partages et quand il y a accès à des marchés autrement inaccessibles. Voilà, donc c'est vraiment cette confiance qui attire les investisseurs, qui attire la demande et qui fait qu'aujourd'hui, le cloud souverain peut être un marché à 120 milliards de dollars, d'après nos calculs. Et c'est grâce à ces potentiels de croissance et non pas simplement la conformité. Et ça, Sébastien, c'est des choses que tu observes également Ouais, effectivement, on a aussi un sujet sur la data est au cœur de tout, évidemment. Hein, donc pendant plusieurs années, la promesse a été de parler directement au business et de leur dire de venir sur un SaaS managé, installé sur un cloud, souvent exposé aux lois extraterritoriales. On voit que la souveraineté vient un petit peu percuter tout ça et changer un petit peu le modèle. Et donc ce qu'on voit au niveau du groupe Thales, donc pour répondre à ta question tout à l'heure, le groupe Thales sur Sens, grâce à Sens, vient aussi construire des offres managées pour ses clients externes. Voilà, on parle pour la sécurité, pour les services managés, éventuellement pour l'entreprise étendue, pour le secteur de l'aéronautique, pour différents secteurs. Donc voilà, on a un vrai enabler et un vrai catalyseur de changement et de diffusion de la souveraineté en fait dans plusieurs écosystèmes en réalité. Auprès des partenaires également, peut-être des providers, des fournisseurs de solutions avec tierces, par exemple, pour alimenter des éditeurs qui alimentent des marketplaces Avec les éditeurs aussi, on a bien l'ambition de faire une marketplace souveraine Secnum. Ça tire un certain nombre de sujets, évidemment, en termes de modèle opérationnel. Voilà, on y travaille avec le groupe et avec différents partenaires voilà, pour offrir un maximum de services disponibles sur Sens pour des métiers, pour des business voilà. Ouais. Qui étaient souvent limités d'ailleurs. Hein. Parce que quand il devait aller sur un SaaS, il devait se limiter en termes de niveau de données à traiter et à positionner sur ces clouds-là. Donc on vient aussi résoudre ce dilemme. Oui, sachant que sur les SaaS, effectivement, quand on va consommer des services SaaS, on consomme effectivement essentiellement la donnée ou sa propre donnée. On n'est pas sans savoir, vous êtes au courant que la quasi-totalité de ces services SaaS-là sont régulièrement en fait hébergés, hostés sur des services qui sont extra-européens. Et donc, quelque part, une façon de reprendre en main une partie, c'est d'avoir ces services SaaS qui sont développés dans des environnements soit totalement souverains, soit de confiance comme Sens, qui permettent de recloisonner quelque part l'écosystème, reprendre en main la localisation de la data, essentielle sur les sujets d'IA. En préparant, Arnaud, on évoquait le sujet d'engineering et de collaboration étendue, notamment dans le monde de l'aéro, où effectivement c'est des écosystèmes qui viennent intervenir, notamment dans le monde de la défense, pour construire des solutions. Tu peux nous en parler un petit peu de voir comment ça se passe dans des contraintes de souveraineté c'est quoi les limites, les contraintes, les enjeux auxquels on fait face dans cet espace de collaboratif et en quoi Sens ou les solutions type Sens peuvent répondre à ces enjeux?
Oui, sur les grands programmes d'ingénierie, on a souvent de la collaboration parce que ça se fait à plusieurs acteurs, à plusieurs mains, et il y a des compétences qui sont essentielles. Quand on fait des System of Systems, ça va mettre en jeu beaucoup d'acteurs de la BITD. Et alors souvent les modèles qu'on voit, c'est parfois plusieurs GBU de Thales qui vont répondre à un programme. Aussi nos ECC, donc les Engineering Competency Center, qui sont des centres de compétences, on en a plus d'une centaine dans le monde, et qui vont apporter de l'expertise en ingénierie, qu'elle soit software, hardware, système. Et on a évidemment, on fait beaucoup de recours à la prestation. Donc, pour donner une idée de la taille, c'est 80 000 ingénieurs dans le monde Thales. Ce qui est conséquent. Et voilà, et on a des nationalités qui sont différentes. Donc là, puisqu'on parle de souveraineté, évidemment, on va parler des projets qui sont portés par un pays, toujours. Donc tout n'est pas possible, mais il y a des projets de collaboration au niveau, par exemple, UE, où c'est intéressant de pouvoir travailler avec la Roumanie, avec l'Italie, la France, l'Espagne. Et on a des partenaires sur des programmes comme le SCAF qui ne se font pas à une seule nationalité. Et donc, en général, on commence un programme par essayer de mettre en place un Common Working Environment. Et ça, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Alors, enfin, on a les mêmes valeurs, mais pas les mêmes contraintes, je dirais, exigences en termes de sécurité, en sens que nos agences de sécurité ne sont pas les mêmes. Nous, ça va être l'ANSSI, la Roumanie, ça va être l'ORNIS. Voilà, donc on va chercher des équivalences, des reconnaissances mutuelles. Il y a un plus petit dénominateur commun pour pouvoir travailler dans un cadre de confiance. Donc oui, le fait d'avoir déjà prêt des landing zones qui permettent d'accueillir ces programmes, alors civils sur Sens, en tout cas aujourd'hui, sont un vrai accélérateur parce qu'on n'en est plus à se chercher, à se poser des questions pour identifier la plateforme, les assets, les manières de travailler. Donc ça nous permet d'avoir des patterns qu'on se partage et adopter conjointement une même solution. Donc ça permet d'aller plus vite au démarrage des programmes. Ouais, donc ça veut dire que tu as des acteurs qui sont reconnus, et donc il y a tout un tas de questions de niveau de la confiance quelque part, qui est déjà là sur un niveau d'abstraction qui est quand même élevé jusqu'au service. Et donc ça accélère aussi donc, toute la phase de bootstrap des projets, des programmes, pour mettre tout le monde autour de la table et commencer à délivrer finalement de la valeur sans se reposer effectivement les questions que tu évoquais de contraintes de sécurité, de règles, de sécu, de segmentation, j'imagine, d'accès également au sein des environnements. Tu les appelais les Common Workplace, c'est ça? Ouais. Common Working Environments. Okay. Oui, absolument. En fait, les exigences Secnum Cloud sont claires et partagées. Donc chacun sait ce qu'il va y trouver. Donc on va faire des ajustements. Et c'est en ce sens qu'on gagne énormément de temps, c'est qu'on n'a pas à démontrer nous-mêmes la sécurité des plateformes qu'on produit ou à analyser, je dirais, les contraintes de sécurité qui sont satisfaites par les plateformes de nos partenaires ou sous-traitants. Alors c'est très intéressant parce que finalement c'est quelque part quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On entend plutôt la sécurité comme étant un frein au business, à l'accélération, à la capacité à délivrer. Et là, ce que tu dis, c'est en fait d'avoir des normes très structurées, très claires et imposées. Quelque part, ça permet de mettre tout le monde d'accord quand elles sont respectées par des acteurs comme Sens pour pouvoir démarrer des projets sur des bases communes, quoi. Ah oui, la sécurité, c'est un enabler. Alors, c'est perçu par nos ingénieurs comme un frein parce qu'il y a des contraintes sur l'endpoint, il y a des contraintes sur l'environnement d'ingénierie. Oui, je ne peux pas travailler sur un cloud avec un Mac tout le temps parce que c'est ce que font certains acteurs, des hyperscalers aussi, qui attirent aussi ces mêmes talents, en fait, particulièrement sur le software engineering. Et donc la sécu, c'est un enabler parce que quand on démontre la sécurité, on est en confiance. Pour rejoindre ce que disait Pierre, c'est hyper important d'être en confiance. Sinon, on se pose des questions, on doute, et puis on passe du temps à vérifier. Donc trust but verify, et voilà, Sens va apporter ce premier échelon. Ok, très clair. Très clair. Merci. Souvent, effectivement, il y a souvent une confusion entre la souveraineté et les normes, notamment tout ce qui est Secnum. Je ne reprendrai pas les mots exacts de Vincent Strubel, donc le DSI, le responsable de l'ANSSI. Mais l'ANSSI, elle est là pour donner finalement un tampon sur un niveau de sécurité
Elle parle pas finalement, elle parle pas de cloud de confiance, elle parle pas de souveraineté. Elle donne un niveau de confiance qui est complémentaire et qui vient alimenter les questions de souveraineté. Et ce qu'on voit, c'est que quand ce niveau de confiance-là, il est partagé, en fait, c'est un des accélérateurs pour permettre l'innovation, etc. Merci. Philippe, c'est quelque chose que toi tu observes aussi par rapport à la recherche que tu as menée dans le monde sur l'IA en particulier. Oui, sur l'IA, je pense qu'il y a une vraie zone grise à l'ère agentique. Tu en parlais tout à l'heure. C'est notamment parce que on voit bien qu'on souverainise toute la data, on souverainise le stockage, mais on ne souverainise pas vraiment l'intelligence. Et il y a deux variables à prendre en compte. Je pense que c'est aujourd'hui le fait que les agents, on le sait, enfin, les workflows vont faire des appels à plusieurs agents, plusieurs modèles dont on ne sait pas forcément s'ils sont eux-mêmes souverainisés ou pas. C'est une réalité. Et d'après nos estimations, il y a à peu près 2 gouvernements sur 3 dans le monde qui, d'ici 2 ans, vont imposer des règles de souveraineté sur les modèles, justement. Ça va permettre, je pense, de mettre un coup de projecteur. Il y a aujourd'hui, c'est plutôt milieu de l'année dernière, 70% des modèles les plus performants qui sont américains, 25% qui sont chinois. Donc, je vous laisse faire le calcul sur les choix qui restent, si on veut, dans la modélisation, large language model, small language model, faire des choix souverains, c'est des questions qui se posent maintenant. Et j'ajouterai un point, ça ne se pose pas simplement au niveau technologique, au niveau des CTO, mais ça se pose aussi au niveau des CEO. Quand on sait l'impact qu'a l'intelligence et les choix d'IA que font les entreprises pour réinventer leur process, aller chercher de la croissance, c'est une problématique de CEO. Aujourd'hui, il n'y a que, d'après notre étude, que 15% des CEO qui s'emparent de ce sujet. Donc il y a un vrai gap par rapport à la nécessité business qui doivent s'emparer, non seulement dans le choix des fournisseurs, mais aussi dans ce que ça veut dire en termes d'implication. Eux-mêmes doivent se former pour comprendre ce que c'est que les large language models, mais doivent aussi savoir qu'ils ont des biais culturels, des biais d'entraînement qui vont être à prendre en compte dans ce que va être l'ADN de l'entreprise, notamment. Et au-delà de ce que doit faire le CEO, le rôle du CTO, ça va être beaucoup plus de mettre en place justement ce suivi, cette gouvernance en temps réel des différents workflows agentiques et de savoir si la souveraineté est toujours là où elle doit être. Je reviens sur le premier point que j'avais fait, ça se pilote, ça ne se subit pas. Ouais. Donc ça veut dire qu'en amont, tu as la capacité à définir un cadre finalement d'usage qui est assez clair au niveau au moins architectural et de gouvernance pour pouvoir voir quelles données je vais manipuler dans quel contexte et finalement avec quel LLM je suis en capacité de... Ouais. Et ça, du coup, côté sens, il y a vous offrez la capacité justement de segmenter nativement, j'imagine, ces workloads-là. Il y a des modèles spécifiques qui arrivent. Je sais qu'il y a Gemini qui doit arriver également sur la plateforme. Ouais, on va avoir une première version de Vertex avec les modèles open source de Google qui vont arriver, et assez rapidement derrière Gemini qui va arriver aussi. Et les modèles vont se verticaliser par business. Je pense que chaque entreprise aura ses propres modèles ensuite, calés sur son business et ses données. Enfin, Arnaud, tu es peut-être mieux placé que moi pour en parler, mais ouais, on vient permettre une façon de repenser le mix d'infrastructures. Je pense que renoncer au on-prem, il y aura toujours du on-prem dans les entreprises pour traiter de la donnée sensible ou des données ultra stratégiques. Maintenant, on vient répondre à un nouveau besoin de faire tourner avec de la puissance, de la scalabilité, etc., des modèles sur mesure, voilà, innovants et à l'état de l'art, entre guillemets. Ouais, sans compromettre effectivement ce que je suis capable de faire par ailleurs dans d'autres environnements que Sens ou avec d'autres modèles. Donc finalement, ce que je retiens là, de notre échange, c'est que la souveraineté, c'est pas une question binaire. C'est pas ou contrôle versus innovation.
c'est pas accélération et souveraineté. Finalement, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est la capacité finalement à pouvoir choisir le bon niveau de dépendance en fonction du contexte de ce qu'on est amené à réaliser, que ce soit quelque chose de très largement répandu, du sensible sur du militaire, par exemple. Voilà, donc finalement, c'est une question d'hybridation. C'est une rupture majeure. Ça vient effectivement bousculer un certain nombre de postures dans la façon d'appréhender la consommation des services SaaS. Ça nous repose la question centrale de la localisation, du niveau de maîtrise de sa donnée. Comment, en cas de souci, je suis en capacité de pouvoir reprendre la main sur ma donnée. Et ça met donc au centre les questions de réversibilité, cette hybridation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la réversibilité? Je m'explique un petit peu, c'est comment je suis capable, moi, en tant qu'entreprise, de pouvoir finalement ne pas être dépendant, j'allais dire, mortellement, que ce soit financièrement, géopolitiquement, d'un éditeur en particulier, mais d'avoir finalement une architecture au sens de l'entreprise, finalement, et des services que je vais développer suffisamment flexibles pour avoir identifié mes bons partenaires, mes workloads et ma gouvernance associée à chacun finalement de ces niveaux auxquels je vais traiter mes architectures, que ce soit et de dépendance, donc sur les services, sur le logiciel, sur la localisation de la donnée, sur les modèles quand on parle d'IA, et peut-être même, dans certains cas, je pense les cas les plus sensibles, jusqu'au niveau infrastructure. Mon choix de GPU, mon choix de hardware, la localisation de ce hardware, voire de la clé de la baie si nécessaire, quoi. Et donc, finalement, c'est un niveau de complexité supplémentaire dans la façon dont on va appréhender les architectures applicatives de demain. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, Sens se retrouve entre quelque chose de très public, très soumis à des régulations X ou Y, puisqu'on a beaucoup finalement d'acteurs français qui sont à l'international, et donc qui sont effectivement soumis à l'extraterritorialité du droit américain, mais aussi à d'autres législations qui se durcissent, et que Sens se positionne entre ce pivot finalement pour garantir cette extraterritorialité, cette localisation de la donnée, cette accélération sur des services, sans non plus aller vers une souveraineté totale de maîtrise du logiciel et du hardware, mais qui reste présente, et que finalement la clé pour pouvoir naviguer là-dedans, ça va être l'hybridation, la façon de pouvoir transposer ces services, pouvoir passer d'un fournisseur A à un fournisseur B, d'une région X ou d'une région Y, parce que j'imagine qu'il y a une première région Sens, mais on peut imaginer que les choses s'étendent en Europe, et on le voit chez Google ou chez AWS, les services ne sont pas exactement les mêmes d'une région à l'autre. S'il y en a qui font l'AWS, seront bien au courant. C'est très spécifique, il y a quand même des services qui sont très attachés, et donc c'est cette capacité, cette fluidité-là que en tant qu'entreprise, vous devez aller chercher pour garantir cette résilience et éviter cette dépendance, quels que soient finalement les assets que vous allez manipuler, donc LLM, IA, data et services, ou de la collaboration entre partenaires. Est-ce que vous vouliez ajouter un mot ? Non, ça vous paraît... Si, on peut Non, dire que ce qui est important, d'abord on travaille avec Sens sur les produits qui rentrent, donc s'assurer que c'est des composants au bon niveau, qui ne posent pas trop de problèmes de réversibilité. Et nous, quand on le fait donc, sur Sens d'abord et sur des environnements à mesure qu'on monte en sensibilité ensuite, on regarde au niveau du composant, donc c'est un critère de choix. Il y en a beaucoup, évidemment, il y a le coût. Vous évoquiez Gemini, mais voilà, donc nous, évidemment, on déploie plein de modèles LLM on-prem, on fait ça aujourd'hui. Là où c'est intéressant, c'est un modèle plus généraliste, performant, et qui est un peu, alors aujourd'hui,
dans le top des benchmarks, Mhm. parce qu'on a des ingénieurs qui vont regarder à côté des solutions, et donc ils vont le faire pas depuis leur poste évidemment, mais voilà, ils vont perdre du temps à recopier des choses, donc ils posent des questions non sensibles. S'ils pouvaient tout faire ça dans un environnement avec ce niveau de performance, ben, ça serait beaucoup mieux, parce que ça gagne du temps à tout le monde et ça rassure tout le monde. Donc il y a ça, il y a cette étude des composants, les composants qui rentrent sont qualifiés, et puis on regarde avant d'utiliser un composant dans une de nos architectures, s'il est bien possible d'en sortir ou de trouver des composants proches. C'est pas forcément les mêmes, hein. Si on regarde les bases de données qui poussent un peu au vendor locking, oui, c'est des choses aujourd'hui là qui sont tout à fait standards. On a du Postgre, on n'est pas loin. Sur le NoSQL, pareil, on sait en sortir, on a déjà les solutions. Donc c'est pas pour sortir de sens, c'est pour rejoindre un autre environnement. Et faciliter la collaboration, j'imagine, avec tes fournisseurs ou des pays autres que sur les grands programmes. C'est ça, ou répliquer même sur d'autres zones, d'autres régions, hein, pour des problèmes qui seraient country only. Parce que donc on travaille au niveau global. Ce qu'on fait en France, c'est intéressant, mais les pays nous demandent aussi des solutions similaires et il faut leur apporter. Ok. Donc là, une des clés, effectivement, c'est l'usage de protocoles standards sur la réversibilité, l'usage de communs numériques, notamment autour de l'open source, qui permettent effectivement, en tant qu'entreprise, de prendre la main. Là aussi, hein, la question de la souveraineté, c'est comment je reprends en main la technologie pour reprendre la maîtrise. Et donc, je me dis, si tu reprends la maîtrise, effectivement, des protocoles, des bases de données qui te permettent de choisir le contexte qui te va le mieux en fonction des acteurs. Et j'imagine que c'est à peu près la même chose sur la partie LLM et IA agentique. On va arriver au bout de notre échange. On va passer à la phase de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Nous, on peut en discuter des heures, hein, comme ça. Ouais, une question ? Oui, Thierry Carter, cabinet TNP. On est enfin observateur de vos architectures souveraines. Une question au panel, mais on voit bien que cette souveraineté en fait, est une réaction aux lois extraterritoriales américaines. Et il y a un acteur très important là-bas qui s'appelle Salesforce. Est-ce que c'est envisageable de voir Salesforce tourner sur les architectures Sens avant 2030 ? Ouais, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur les éditeurs. Certains éditeurs sont partis et ont une promesse SaaS depuis plusieurs années. Et donc, ils ont inscrit dans leur gène et dans leur modèle opérationnel de délivrer, dans la structure même de leur entreprise, de délivrer en mode continu des versions en mode SaaS sur un cloud global. Et en réalité, la souveraineté vient un peu percuter ça parce qu'il va falloir, tant qu'on n'a pas de marketplace souveraine et tant qu'on n'est pas capable d'auditer toute la chaîne de provisionnement du code, il faut repasser entre guillemets sur un mode un peu plus traditionnel entre guillemets, dans lequel on va venir installer sur des landing zones de sens. Voilà. Donc il y a quand même un certain nombre de questions à se poser. Donc, et ça sous-tend aussi la volonté des éditeurs de passer dans ce modèle-là, avec potentiellement aussi un tiers opérant qui va jouer ce rôle de tiers de confiance. Parce que Secnum, ce n'est pas juste la boîte de Lego de sens, c'est aussi le modèle opérationnel dessus. Donc qui va opérer, depuis quel pays, avec quelle nationalité, etc. Donc voilà, ça tire un certain nombre de sujets, au-delà des modèles économiques et business. Merci. Ouais. Mais c'est une question légitime, effectivement. Il y a une remise en question du One Model pour ces grands éditeurs de SaaS. Parce que ce qu'on observe en France, en fait, on l'observe aussi dans d'autres pays européens, mais on l'observe aussi en Asie. Et donc, ce sont les mêmes questions qui vont se poser sur ces éditeurs-là. Et en plus, ils ont d'autres soucis avec notamment l'arrivée de l'IA. Ils se font grignoter sur des micro-SaaS. Donc oui, il y a une remise en cause de ce modèle-là. Et je pense que la réponse est plutôt que de transposer, c'est quel est le modèle qu'il faut construire demain. Et donc, quelles sont les opportunités que ça ouvre pour tout un tas d'éditeurs qui n'ont pas ces contraintes d'un modèle mondial operating complexe, qui est une machine de guerre quelque part, et qui n'ont plus cette agilité-là pour pouvoir aller déployer dans des environnements plus spécifiques, plus petits. Donc moi je le verrais plus comme une opportunité assez spectaculaire pour un très grand nombre d'acteurs. Et pas que français, hein, je pense qu'au niveau européen, mondial, il y a beaucoup à faire.
Est-ce qu'on a une autre question? Eh bien, merci beaucoup. Merci, bon après-midi.